Voilà, donc le sujet du jour, c'est la conception de Carrefour. Donc quand j'ai décidé de la composition des webinaires, là, j'hésitais un peu à faire des présentations de niveau un peu général, ou alors des webinaires plus pratiques, qui suivent plus par exemple des formations en ligne, parce que tout le monde n'a pas le temps ou les ressources d'aller sur le LAN server et de télécharger les formations. Donc j'ai essayé de faire un peu un mix. Et d'ailleurs, à la fin, je vous demanderai de me donner votre avis, franchement, sur ce que vous attendez plus. Donc, est-ce que ce sont sûrement des trucs et astuces ou des modélisations un peu avancées, et certains d'entre vous qui sont plus des débutants. Donc, voilà. J'espère que là, ce niveau de détail vous conviendra. Donc, en fait, j'ai réutilisé le jeu de données qui est sur le LAN server pour la conception des carrefours, qui est en 2 parties là. Et puis, ben voilà, j'attendrai votre feedback pour savoir si j'ai été bien dans la cible ou s'il faut adapter le niveau. Et d'autre part aussi, on réfléchit avec Marion sur le fait de créer un club utilisateur où, en dehors des rendez-vous avec des thèmes préétablis, on pourrait utiliser un autre média beaucoup plus interactif où vous poserez vos questions. Là, par exemple, à la fin du webinaire, vous posez vos questions et dans 15 jours, on fait une session vraiment l'interactive du style WebEx, où on fait de la manipulation sur vos projets, sur vos problématiques, plutôt que de voir un agenda très préétabli. Voilà, donc on recherche un peu à voir comment vous les assister le mieux possible dans votre utilisation d'OpenRoads Designer. Bon, là, ça fait 5 minutes, il n'y a pas de nouvelles connexions, donc je pense qu'on va commencer tranquillement. Alors, donc, le sujet du jour, c'est la conception de Carrefour, avec donc dans cette première étape, quelques rappels de principes généraux. Et ensuite, donc, le passage à la première étape de pratique de manipulation d'OpenRoads, où on va générer la surface projet à partir de la géométrie civile. Et on avait déjà vu certaines de ces modélisations. J'avais déjà fait un webinaire sur la modélisation non linéaire, mais c'était un projet de plateforme. Et donc là, c'est plus la notion d'intersection, donc avec la connexion sur des corridors existants. Voici donc le modèle sur lequel on va travailler. Donc ça, c'est l'intersection finie, où on voit donc entre le corridor nord-sud et le corridor est-ouest, il y a la partie avec l'îlot, enfin les 3 îlots, enfin les 2 îlots et le séparateur. Et donc ça c'est le modèle final, une fois que l'on aura modélisé donc non seulement la surface de chaussée, ce qu'on va faire dans cette première session, mais aussi appliquer les talus et les structures de chaussée pour détailler complètement le modèle. Voilà, donc ça c'est la surface sur laquelle on va travailler. Et les bords chaussés que l'on va modéliser aujourd'hui en utilisant les outils de géométrie civile. Et tout d'abord, quelques généralités sur l'organisation, surtout de la modélisation, et en particulier sur la notion de modèle fédéré. Donc on conseille vraiment l'utilisation de ces modèles fédérés, avec donc une gestion par fichier en référence du projet, avec un fichier par corridor, ou un corridor par fichier, comme vous voulez, et l'infrastructure raccordée dans un autre fichier, et avec la géométrie également dans un fichier séparé, et éventuellement, si le projet est complexe et de grande envergure, dans des fichiers séparés.
Et donc ça, ce sont des règles générales à adapter bien sûr à la complexité du projet. Si vous avez une seule route, une seule voie, à ce moment-là, on peut envisager d'avoir tout dans le même fichier, mais on va voir par la suite et en lien avec ce qu'on dira par la suite que déjà en termes de performance, on va forcément avoir des gains, surtout quand vous avez des clips de corridors. Le recalcul complet de tout le modèle des fois peut être un peu pénalisant, alors que si on sépare les différents objets dans différents fichiers, à ce moment-là, donc il y a seul le fichier actif est mis à jour et on a des grands gains de performance. En tout cas, si on prend le problème à l'envers, quand vous avez des problèmes de performance, c'est peut-être que pour le prochain projet de cette taille, il vaudra mieux découper les fichiers. On conseille en général une taille maxi de 10 mégas par fichier. Ensuite, concernant la gestion de l'affichage et des accrochages, on va voir dans une petite vidéo juste après là que la gestion des objets par fichier, ça offre pas mal de souplesse en fait dans la gestion des affichages et des accrochages sur les objets des différents corridors. Enfin, donc ça permet à plusieurs concepteurs de travailler sur différentes sections du projet. Encore une fois, ça dépend de l'échelle de vos projets. Et surtout, j'ai gardé le meilleur pour la fin, je trouve que ça permet une meilleure gestion des dépendances. Et puisque dans OpenRoads, on crée donc des règles entre objets, il y en a un qui va qui va être un déport de l'autre. Donc l'objet qu'on crée va être lié à l'objet source. Et si les objets sources sont dans un fichier spécifique, ça permet quand même de bien s'organiser et de bien, ça facilite le respect des règles en disant bah voilà, c'est ce fichier-là qui gouverne l'autre, et donc je ferai toutes les références par rapport à ce fichier. Donc une petite vidéo pour expliquer tout ça. Voici donc le projet de Carrefour sur lequel nous allons travailler ensemble. Il s'agit d'un modèle fédéré, donc si j'accède au fichier en référence, je vois d'abord que j'ai deux fichiers géométrie qui contiennent chaque. Voici donc le projet de Carrefour sur lequel nous allons travailler ensemble. Il s'agit d'un modèle fédéré, donc si j'accède au fichier en référence, je vois d'abord que j'ai deux fichiers géométrie qui contiennent chacun les axes des routes principales, qui sont associés à deux fichiers corridors qui contiennent les corridors correspondants. Donc ça correspond vraiment aux bonnes pratiques que l'on conseille fortement dans le cadre de ce genre de modélisation, avec vous voyez, des conventions de nommage très claires. La géométrie c'est géom, et après il y a le nom de l'axe associé à un corridor, un fichier corridor le nom de l'axe ou du bout de projet correspondant. On a aussi un fichier spécifique pour la partie est de l'intersection, et bien sûr le modèle de terrain est dans un fichier séparé. Donc ceci a vraiment plusieurs avantages. C'est d'une part éventuellement de permettre à une autre équipe de travailler sur cette partie-là du corridor pendant que l'on travaille sur l'intersection. Et d'autre part, ça va permettre très facilement donc d'isoler quand on travaille sur l'intersection. Tantôt, on aura besoin de visualiser et de s'accrocher sur une des lignes du corridor, et à des moments, on aura besoin de voir clairement ce qui est dans notre modèle, et on pourra très facilement comme ça moduler ce qu'on affiche dans la vue, de façon à s'adapter à la phase de travail dans laquelle on est. Donc je le rappelle, on peut soit gérer l'affichage de cette façon-là, soit utiliser la boîte d'affichage des niveaux. Alors après, ce sont des préférences personnelles, mais je suis pas mal fan de cette méthode de désactivation et d'activation. C'est aussi rapide. Et en général, on a toujours la boîte de dialogue d'affichage des niveaux affichée. Donc c'est assez pratique.
Enfin, on va pouvoir aussi gérer de la finesse avec la notion d'affichage sans accrochage. Par exemple, là, donc, on utilise le support de cours sur la création d'une intersection, et là, on est dans le fichier intersection, et là, j'ai mis en référence le fichier fini, complet. Donc, ce qui va pouvoir être pratique, c'est de contrôler donc que les objets que l'on crée correspondent bien à ce qu'on doit créer, et sans pour autant pouvoir s'accrocher sur les objets en référence. Par exemple, si je veux visualiser que le déport que je crée pour la création de cet îlot correspond bien à la géométrie que je souhaite, par exemple que la valeur de 40 mètres est valable, donc là je contrôle visuellement que la valeur est bonne, mais c'est vraiment comme un calque, puisque donc même par erreur je ne pourrais pas m'accrocher sur cet objet. Et dans OpenRoads, ce qui est important, vous le savez bien, c'est que si on s'accroche à un objet, on va créer une règle qui va lier l'objet qu'on crée à l'objet sur lequel on s'appuie. Donc on crée des dépendances entre objets, et là en l'occurrence, je veux surtout pas créer une dépendance par rapport à ce fichier-là. C'est simplement pour mémoire, pour contrôle. Je veux le voir, mais je veux pas m'accrocher dessus. Donc ça peut être très pratique d'avoir ce genre de manipulation. Ça va être très pratique aussi dans certains modes de construction pour la création des carrefours. Et là, j'anticipe un peu sur ce qu'on va voir par la suite, juste après là. C'est la notion de récursivité. C'est-à-dire que là, je vais avoir besoin de créer un bord chaussée dans le modèle, dans le fichier dans lequel on est du carrefour, intersection. Mais il se peut que j'ai besoin ensuite d'utiliser en retour cet objet-là pour agir sur le corridor de la voie principale. Donc là, ça va pas être le cas parce que j'ai déjà fait le nettoyage. On voit que là, la partie supplémentaire a été déjà traitée. Mais je pourrais donc avoir besoin de réinjecter l'objet frontière pour agir sur le corridor. Donc, si je m'accroche sur cet objet pour créer la frontière entre les deux, à ce moment-là, je vais créer une dépendance de la frontière sur le corridor, et quand je vais vouloir réutiliser cet objet frontière pour agir sur le corridor, OpenRoads ne va pas être d'accord, il va me dire je veux contrôler un objet qui dépend du corridor, du même corridor, donc ça crée une récursivité et je refuse d'aller plus loin. Donc pour éviter ça, ça va être utile, encore une fois, de sélectionner le corridor correspondant, de l'afficher pour bien vérifier qu'on est bien superposé à ce bord chaussée-là, mais d'en enlever l'accrochage. Et ensuite, lorsque l'on va faire notre déport, on va se baser sur la géométrie. Et là, par erreur, je ne pourrais, même en voulant faire l'erreur, je ne pourrais pas m'accrocher sur le corridor, je ne pourrais que partir de la géométrie. Donc voilà, ça peut être très utile lorsque on construit des objets comme ça, qui vont s'appuyer sur la géométrie pour pouvoir en retour contrôler le corridor, d'être sûr qu'on ne s'accroche pas sur le corridor et qu'on ne peut pas créer de récursivité. Voilà, donc là, dans la construction qu'on va faire, on ne va pas utiliser cette méthodologie, mais il est bon de rappeler cette bonne pratique, donc de pouvoir gérer l'affichage mais pas l'accrochage. Voilà, donc j'espère avoir été un bon avocat du système de modèle fédéré. Je sais bien que dans un premier temps, ça peut paraître rajouter de la complexité parce qu'on a plusieurs fichiers à gérer, etc. Et franchement, quand on a un carrefour avec des bords superposés,
ça s'avère être vraiment très intéressant. Surtout lorsqu'on aborde ce deuxième sujet de la récursivité. Donc, comme je l'ai expliqué, on va en reparler pas mal durant ce webinaire. Donc, on crée des règles entre objets dans OpenRoads, et en particulier, ce qu'il faut éviter, c'est de créer un objet qui dépend d'un corridor, si on veut ensuite pouvoir contrôler le corridor par cet objet. Je ne sais pas si vous m'avez encore suivi, mais j'espère bien qu'on va y arriver. Et donc en particulier, la règle fondamentale, c'est de s'appuyer sur la géométrie et non sur les objets du corridor pour créer par exemple les bords chaussés de l'intersection. Et oui, il y a une remarque. Alors je vois pas le nom en entier. Non, ça regrandit pas. De Monsieur Dupuis. Je m'excuse, j'ai pas votre nom qui s'affiche en entier. Mais oui, en général, c'est ce qu'on va faire. On va s'appuyer sur la géométrie, sur les axes, et non sur les objets des corridors, pour créer les bords chaussés de l'intersection. Mais il y a des cas où on doit créer des lignes de construction. Et dans ce cas-là, ces lignes de construction, encore une fois, il est important de se rappeler qu'il vaut mieux les créer à partir de la géométrie qu'à partir du corridor. Et bien sûr, encore une fois, c'est adapté à la taille et la complexité du projet. Et donc le but, pourquoi on fait ça, c'est surtout quand on veut pouvoir en retour contrôler le corridor source, le découper par exemple, par des objets du carrefour qu'on a créé. Dans ce cas-là, il faut vraiment repartir de la géométrie et non des objets des corridors. Et donc si on a un échangeur complet à créer, ce sera pas mal de créer un fichier spécifique contrôle uniquement avec les lignes de donc uniquement avec les lignes de contrôle les lignes de construction qui vont être un intermédiaire entre la géométrie et la modélisation du carrefour en elle-même. Et cette approche donc d'éviter la récursivité, ça s'avérera vraiment fondamental pour créer des cellules civiles qui fonctionnent bien. Hein, c'est un des premiers écueils en général sur lequel on tombe quand on crée une cellule civile. Et on fait sa cellule civile, on construit, on veut la valider, là, niet, OpenRoads dit non, je veux pas avancer. Et ça peut être un peu lié à un problème de récursivité. Donc on va voir un petit exemple en pratique. Un schéma vaut mieux que de longs discours. Au sujet de la récursivité, dans ce genre de cas d'application, de cas d'usage, on va pas avoir de problème de récursivité, en tout cas absolument pas dans cette zone-là, puisque la création des objets de l'intersection ne va pas conduire à devoir modifier en retour le corridor sur lequel on se raccorde. Et dans cette partie-là, en fait, on s'est simplifié la tâche en préparant les choses en amont, puisque l'objet de cet exercice, de ce cas d'usage, c'est vraiment la conception du carrefour lui-même, mais je voulais quand même recadrer d'une façon plus générale la création du carrefour en complet. Et vous voyez qu'on a déjà préparé, on a déjà nettoyé ce corridor de façon à ce qu'il n'y ait pas superposition entre la plateforme du corridor et la plateforme de l'intersection. Donc on s'est facilité la vie, mais vous voyez que en théorie, lorsqu'on va créer cette ligne-là, ce raccord-là, on va se raccorder sur ce point. Donc ce point du corridor dépend en fait du point de départ de la bretelle. Donc là en fait comment ça a été fait, c'est simplement la zone d'application du profil intraverti, pour l'occurrence là, a été segmentée à l'abscisse qui correspond au départ de ce point. Donc on n'a pas de lien dynamique entre les corridors.
Encore une fois, ça a été fait pour qu'on puisse se concentrer sur la conception du carrefour, ce qu'on va faire dans les minutes qui viennent. Mais si on avait souhaité avoir un nettoyage automatique du corridor par rapport à l'intersection, vous voyez bien que là, on aurait eu un risque de récursivité si on avait calé cette ligne-là sur ce bord-là, et en retour, utiliser le départ de cette ligne pour créer le départ du nettoyage et de ce contrôle de points, là, ou de cette ligne, de ce retour. Donc on a évité ce problème-là en fait en rentrant manuellement, disons, l'abscisse de départ de cette zone pour qu'elle coïncide avec le départ de cette bretelle. Et on va voir quand même rapidement un petit exemple où on a un risque de récursivité. Là, j'ai pris un exemple de création d'un départ de bretelle. Donc, ouais, c'est le cas classique. Hein. Je vais faire une bretelle de sortie à cet endroit-là. Donc, si je prends pas de précautions particulières, je vais créer un biseau. Un biseau variable. Donc, je vais vraiment faire le cas de base qui ne fonctionne pas. Donc je vais me baser sur le bord chaussée et je vais dire, au début, on est à un déport de 0. À la fin, on a un déport de 4 mètres sur une longueur de 75 mètres. Et donc, c'est par rapport à cette ligne-là que je vais créer le déport. Voilà. Donc là, j'ai créé cette ligne. Elle s'accroche sur le bord chaussée. Donc ce qui se passe, si je ne prends pas de précaution particulière, lorsque je vais vouloir contrôler le bord chaussée par cette ligne, donc même si je ne m'appuie pas sur les abscisses de départ et de fin de la ligne, vous voyez que là, OpenRoads n'accepte pas que je désigne cette ligne parce que ça entrerait une solution récursive, et puisque je modifie le corridor par un élément qui dépend du corridor. Donc c'est ce genre d'écueil qu'il faut éviter. Et pour cela, la technique la plus générale, c'est de se baser non pas sur le bord chaussée, mais sur la géométrie, en repartant de l'axe. Donc on va réutiliser le même outil de déport et biseau, mais cette fois on va partir de l'axe, donc le déport initial va être de 3.5 et le déport final de 7,50. Et l'élément de référence, je vais désigner l'axe, et je vais bien désigner l'axe depuis le fichier géométrie. Alors l'axe pourrait être dans le même fichier, mais du coup c'est quand même plus clair si on sépare la géométrie, les corridors, voilà. Donc je crée cet élément-là. Donc cet élément maintenant ne dépend pas du corridor, il dépend de la géométrie. Et maintenant, lorsque je vais vouloir faire un contrôle de points, là, je peux sans problème désigner cet élément-là, puisqu'encore une fois, il ne dépend pas du corridor, donc il n'y a pas de problème détecté. Donc c'est typiquement le genre de démarque qu'il faut avoir en tête lorsque l'on va créer une intersection, un carrefour, une bretelle. Il faut absolument éviter les récursivités. Et donc dans les cas simples comme ça, on peut juste utiliser ce genre de construction. Maintenant, si vous avez un échangeur complet avec 4 bretelles, des constructions un peu complexes avec des élargissements un peu variés, à ce moment-là, ce qui est pas mal, c'est ces éléments-là, donc qui vont servir à contrôler le corridor, à ne pas hésiter à créer un fichier contrôle dédié à cet échangeur, donc que vous appellerez contrôle échangeur, dans lequel vous allez créer toutes ces lignes.
Et ça permet comme ça de gérer plus facilement les choses, ce qui est aussi possible pour aider ce genre de conception, pour faciliter pardon ce genre de conception, c'est d'utiliser des définitions d'objets dédiées. Donc là dans Corridor, dans le ContrKit français, vous avez des définitions d'objets spécifiques pour créer des objets de contrôle. Donc ça permet comme ça de s'y retrouver plus facilement. Donc je vais une dernière fois refaire ce biseau. Donc là l'avantage c'est que cet objet est sur un calque particulier, c'est ligne contrôle, et on peut comme ça les afficher, les désafficher, et ils ont aussi l'attribut construction, ce qui permet très rapidement d'enlever toutes les lignes de construction pour y voir plus clair lorsque vous voulez vous concentrer sur savoir qui est qui. Donc voilà en résumé les bonnes pratiques concernant la conception des carrefours, surtout quand vous devez contrôler les corridors sur lesquels on se raccorde. Donc baser les constructions sur la géométrie et non pas sur les objets du corridor, et ne pas hésiter à créer un fichier spécifique dans lequel vous placez tous ces objets de contrôle, ou au moins utiliser des définitions d'objets bien différentes, de façon à avoir une méthode qui vous permette de savoir qui contrôle quoi. Voilà, donc en l'occurrence dans l'exercice sur lequel nous allons maintenant nous concentrer, on n'a pas ce genre de problème-là, puisqu'en fait donc les contrôles et les élargissements ont déjà été faits, et on va pouvoir maintenant se concentrer sur la partie construction de la géométrie en plan et en profilant. Voilà, donc j'espère que les choses commencent à être un peu plus claires sur la gestion des intersections entre objets et structures, et on va passer maintenant à la mise en pratique, donc en générant d'abord la géométrie en plan grâce aux outils de géométrie civile, donc principalement les outils de déport, ponctuellement des outils de raccord hein, pour assurer les transitions entre des bords chaussés dans les zones constantes, et bien sûr les outils d'ajustement qui sont disponibles depuis la palette modifiée des outils microstation. Ensuite, en ce qui concerne la géométrie civile en profil, l'équivalent de la commande de déport, donc c'est la commande de pente variable depuis élément, qui va permettre de reproduire des dévers à partir d'un axe, Et pour calculer les profils au long des rapports, on a vraiment des outils très intéressants, en particulier l'outil de transition de profil rapide, qui permet très efficacement de transférer une continuité en plan vers une continuité 3D. Et on aura besoin de temps en temps de faire des projections de profil. On verra un cas d'application de projeter un profil vers élément. C'est parti. Alors, pour la construction en plan, dans un premier temps, nous allons activer une symbologie d'objet de type bord chaussé et commencer par créer le premier déport. Donc on va se baser sur la géométrie de référence, donc le déport est de moins 40, et l'abscisse de début 39 plus 0,0. Et on va jusqu'à 44 plus 0,0. Ensuite, le biseau. Donc on va prendre arc, biseau, arc, biseau. J'ai déjà renseigné les paramètres, donc 200, pieds, 106 pour le premier biseau et 150-22 pour le deuxième. Donc on va prendre le bord chaussé de l'intersection, le bord chaussé qu'on vient de créer, et on valide le placement. Voilà donc pour le bord chaussé droit. Maintenant pour l'îlot nord, on va faire des déports partiels. Donc depuis l'objet que l'on vient de créer, le déport est donc de moins 16, l'abscisse de début 1 plus 50, et l'abscisse de fin
3 plus 0. Ensuite, par rapport à l'axe, la géométrie principale, le déport est de moins 40, l'abscisse d'origine de 45 plus 0, 0. Et on va jusqu'à 46 plus 0, 0. Enfin, donc, un décalé de ce fameux EOPL de moins 4, de 10 plus 30, jusqu'à 11, 0, 0. Ensuite, on va fermer l'îlot par un arc simple. Et là, le rayon est de 8. Voilà pour l'îlot en plan. Alors, on ne va pas le chaîner, on va pas faire une construction, un axe complexe maintenant, parce qu'on va d'abord construire, quand on fera les profils en long individuellement, et après, on chaînera la géométrie. Ça sera plus simple comme ça. Ensuite, pour le médian, on va reprendre des ports simples et d'éléments partiels, toujours par rapport à la géométrie. Cette fois, le déport est de moins 9,33. Et l'abscisse de début est de 44 plus 50. Et on s'arrête, donc on va visualiser où est-ce qu'on s'arrête, à 46 plus 25. On va ensuite faire un déport complet de cet objet de 5,33. Ensuite, pour fermer ce médian, on va plutôt prendre arc contre point, parce que comme les objets sont parallèles et qu'on a, en plus là on n'a pas de tangence, ça va être plus simple de faire comme ça. Donc le rayon est de 67. Voilà. Maintenant on va construire le reste du médian. On va faire un déport partiel de Church Road de moins 3,33, de l'abscisse 39 plus 75, jusqu'à l'abscisse 43 plus 00. Ensuite, pour le côté opposé, on reprend le déport simple partiel. Donc là, le déport est de 15,33. L'abscisse de départ est la même qu'initialement. Et cette fois, on s'arrête à 41 plus 50. Ensuite, donc, on va rejoindre les bords chaussés. Donc là, on va prendre un biseau par rapport. Donc le rapport est de 1 sur moins 15. Je déverrouille les autres champs. Et je viens désigner l'objet de départ. Et on va aller jusqu'à créer une intersection avec le premier bord chaussé. Et ensuite, donc, on va utiliser les outils d'ajustement pour venir calculer automatiquement l'intersection et nettoyer cette partie-là. On va ensuite faire un décalé de cet objet. Et venir de la même façon calculer ajuster les bords chaussés pour avoir un objet continu. Et voilà, donc maintenant pour la fin de cet objet, on va d'abord créer un arrondi comme ça et venir fermer l'îlot. Donc on va d'abord placer un arc simple depuis élément. Donc le rayon est de 50 et la longueur de 35. On va venir maintenant ajuster les deux par un rayon de 3.
Voilà, donc on a terminé la construction des bords en plan. Alors on n'a terminé pas tout à fait parce que autant pour cet îlot on n'avait pas créé un objet complexe parce que ce sera plus simple de créer la géométrie verticale élément par élément puis de chaîner l'axe en plan plus le profil en long, autant là ce médian va être projeté sur la surface de l'intersection. Et on fera ça en une seule étape sur l'objet plan déjà complexe. Voilà donc pour la partie en plan. Maintenant, les profils en long. Pour la partie profil en long, on va donc utiliser profil par pente variable depuis élément pour rattraper le dévers de plus 3,8 à moins 2. Donc on a une variation de type linéaire. Donc l'élément en plan c'est celui-là, l'élément de référence c'est celui-là, l'abscisse de départ 39 plus 0,0 et l'abscisse de fin 41 plus 0,0. Donc la pente de départ c'est 3,8. La pente de départ de moins 2, le départ vertical de 0. Ensuite, donc, on va ouvrir la vue profil en long, de manière à vérifier le profil que l'on vient de créer, et maintenant créer la partie constante à 2% pour finir l'objet. Donc on reprend profil par pente variable, tout ça parce qu'on veut pouvoir spécifier des abscisses de début et de fin différentes. Par contre, la pente elle aura une variation nulle, puisque la pente est continue à 2%, et constante à 2%. Donc l'abscisse de début, on va se snapper là, et l'abscisse de fin, on a besoin que jusqu'à ce point-là. Voilà, donc ensuite, on va maintenant chaîner ces deux parties de profil en long. Vérifier donc que le profil est bien actif, en tout cas c'est le cas maintenant, et venir visualiser dans le modèle 3D le bord que l'on vient de créer. Voilà, donc maintenant, il ne reste plus qu'à créer pour ce bord-là le raccord entre les deux éléments sur lesquels on s'appuie. Et pour ça, on a la fonction magique, transition de profil rapide, puisque à partir du moment, donc, comme on a créé cet objet en s'appuyant sur deux objets qui eux-mêmes ont des profils en long, cette méthode-là va permettre d'assurer une connexion exacte en altimétrie et en pente avec la méthode parabolique. Il suffit de désigner l'objet pour que le calcul soit fait, et maintenant on revient dans le modèle 3D. Et le raccord a été créé. On peut bien sûr contrôler ce qui a été fait, c'est une bonne pratique. Pour ça, on va revenir afficher la vue profil en long. On visualise donc graphiquement l'objet. On peut avoir accès très facilement aux valeurs numériques en générant un rapport. Donc voilà le rayon de 8740 et on a les pentes amont et aval. On peut assurer un contrôle visuel aussi de la validité de ce profil au point de connexion en utilisant la commande étendue de profil, projeter profil étendu. L'élément sur lequel projeter c'est celui-là et on va demander 10 mètres en amont, 10 mètres en aval. On a la visualisation du profil en long des objets qui ont servi à créer le raccord parabolique. Et on peut s'assurer donc que la conception est correcte. Alors maintenant, pour l'objet frontière, oui d'ailleurs j'ai oublié de créer l'objet frontière en plan, donc on va venir le créer maintenant. Donc avec des ports simples d'éléments partiels, on repart de l'axe, donc le déport est bien de moins 48. L'abscisse de début, donc on se snap sur le bord chaussé que l'on a créé, et l'abscisse de fin, donc sur le raccord. Donc pour le voir, on active l'attribut construction, puisque c'est sur ce calque-là que cet objet est créé. Et du coup, on va venir nettoyer un peu les calques.
Voilà, donc maintenant pour le profil en long de cet objet, donc c'est là où on va créer un lien du corridor vers l'intersection, puisqu'on va simplement projeter le profil du bord chaussée sur la frontière. Voilà, donc on lit bien la variation de dévers qu'on aurait pu reproduire donc, mais c'était beaucoup plus simple de la projeter comme ça. Une petite vérification dans le modèle 3D. Et si je désaffiche l'ensemble des fichiers références, à ce moment-là, je vois où j'en suis donc dans la modélisation. Donc là, on est bon. Il nous manque un petit bout là et un petit bout en face. Donc on va s'occuper maintenant de ces raccords. Alors, donc maintenant, on va activer la symbologie que l'on souhaite pour venir créer donc une ligne par 2 points à partir des objets existants. Voilà, maintenant pour le profil en long, on va voir 2 méthodes, enfin 3 méthodes en fait. Une manuelle pour vous présenter les différentes palettes d'options que l'on a. Donc la première option, la plus manuelle, mais il faut savoir le faire, c'est donc de calculer l'intersection des profils en long adjacents. Donc dans ce profil en long là, je vais afficher les profils en long de cette ligne et de cette ligne. Voilà, donc ensuite en fonction de la symbologie, les points vont être plus ou moins visibles. Voilà, donc celui-là est visible, celui-là un peu moins, il faudrait corriger ça. Et voilà, maintenant qu'on voit bien les deux intersections, on va simplement créer un profil en long linéaire entre ces 2 points. Une petite variante un peu plus rapide, ça va être d'utiliser ce même outil transition de profil, mais cette fois en linéaire. Et là, donc, on a directement l'objet qui se crée avec une continuité d'altimétrie et pas de pente, puisqu'on a demandé une transition de type linéaire, donc en file droite. Voilà pour cette partie-là. On va vérifier que ce profil est actif. Ensuite, donc, on a l'homologue, une variante encore plus rapide pour créer le PL dans ces cas-là. Ça va être de cocher créer 3D automatiquement, comme ça en effectuant la même opération. On aura l'accent plan et le profil en long créés d'une seule et même étape. Voilà, le profil en long a été automatiquement créé par continuité 3D avec les objets sur lesquels on s'accroche. Alors maintenant pour l'îlot, on va utiliser donc toujours les outils de projection de pente, mais avant on va utiliser l'outil simplifier géométrie de façon à ne plus garder que les objets et pas les intervalles. C'est plus simple après pour créer les objets complexes. Voilà, maintenant on va pouvoir utiliser les outils de projection de pente. Donc on a une pente constante à plus 2% sur cet objet par rapport à cet objet, du début à la fin. Même motif, même position pour cet objet. Ensuite, pour ce dernier objet, donc par rapport à cet objet, on a cette fois une variation linéaire. De moins 2 à moins 0,4 du début à la fin. Voilà, maintenant on va créer les raccords paraboliques. Pour visualiser le résultat en 3D. On a donc notre îlot, à ceci près qu'il faut maintenant chaîner les éléments en plan et en profil en long. On va donc utiliser les méthodes automatiques, îlot nord,
Voilà. Et on fait maintenant la même chose pour le profil en long. On va donc commencer par afficher le profil en long. Et chaîner ce profil en long. Et voilà, il ne reste plus maintenant qu'à générer un modèle numérique de terrain à partir de ces objets pour ensuite plaquer le médian sur ce modèle de terrain. Donc on va d'abord rajouter les objets frontières. On va affecter un style avec des courbes de niveau, ça sera plus facile pour visualiser la nature de l'objet que l'on a créé. Bien vérifier que le nivellement est correct. Voilà, maintenant on rajoute les îlots en tant que trous. Et enfin, pour compléter, finaliser le modèle, il nous faut maintenant ajouter l'axe. On va faire donc une copie partielle de l'axe. Le départ est de 0, l'abscisse de départ, donc 39 plus 0, 0. Ah oui, on va cocher créer 3D automatiquement, ça fera une étape de moins. Et pour l'abscisse de fin, donc, on va se snapper à l'intersection de façon à créer une copie partielle de l'axe. De retour dans le modèle 3D, on peut maintenant venir ajouter cet objet au terrain en tant que ligne de rupture. Voilà, cette fois le nivellement est complet, on peut bien lire la variation de dévers que l'on a introduit. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est à projeter cette géométrie en plan sur le modèle de terrain que l'on vient de créer. Donc pour ça, je vais utiliser la commande dédiée, un profil rapide depuis surface. Donc l'élément de référence, c'est cet objet, et la surface de référence, c'est le modèle de terrain. Voilà, donc là, le profil a été créé. Je vais maintenant venir l'activer. Voilà, l'objet existe en 3D. Et maintenant, la touche finale, c'est donc de l'incorporer à la surface en tant que trou. Mais pour que je puisse faire ça, il va falloir que je supprime les règles qui lient le profil en long au modèle de terrain. Puisqu'en projetant l'élément plan sur le terrain, j'ai créé un lien entre la géométrie et le terrain. Et du coup, OpenRunes ne va pas m'autoriser à rajouter l'objet 3D au terrain, puisqu'il dépend du terrain. Je vais simplement supprimer les règles. Cette fois, donc, la géométrie et la 3D n'est plus liée au terrain, et je peux rajouter l'objet au terrain. Le modèle de terrain, l'élément. Le modèle de terrain du carrefour est complet. Et dans un second webinaire, donc on terminera ce carrefour en venant rajouter des talus et des structures de chaussée et voilà, obtenir un modèle BIM 3D complet. Voilà donc pour la première partie de la création de ce carrefour. Donc le prochain webinaire sera consacré à la finalisation de ce carrefour. Alors c'est un autre carrefour que je vous montre dans cette diapositive, mais donc on viendra compléter le modèle en appliquant des structures de chaussée, des bordures
et des talus, ainsi que le remplissage des îlots et du médian. Et donc j'espère que maintenant vous avez des réponses à certaines de vos questions sur la modélisation des corridors. Et ben, je vous propose de passer aux questions-réponses. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos questions dans la zone de Q&A. Donc j'ai vu qu'il y avait une première question de Monsieur Larouche. Comment être certain que le lien entre la projection de talus de la route principale et de la bretelle se ferme bien ensemble et ne crée pas un overlap, si ce n'est pas 100% perpendiculaire à la jonction bretelle-autoroute? Donc là, vous anticipez un peu sur ce qu'on verra dans la deuxième partie, mais je vais juste montrer à tout le monde la problématique et puis pour vérifier que c'est bien la question que vous aviez posée. Donc c'est dans ce genre de situation, quand on a donc ça c'est la section courante, et puis quand on a l'autoroute qui vient se raccorder dessus, là il n'y a pas de tangence, donc on va calculer des talus à partir de ces bords chaussés, il y aura forcément une intersection. Et d'ailleurs, donc là, c'est le modèle finalisé. Et oui, remarque, je peux afficher ça. Voilà. Et là, on voit bien que effectivement, dans ces cas-là, quand on n'a pas d'arrondi ou de tangence, plutôt, à ce moment-là, on aura une intersection avec le talus. Et ça, on va pouvoir le gérer soit en fonction de la géométrie et de la nature des intersections, soit en demandant à OpenRoads de calculer l'intersection entre les talus en disant qu'il y a l'un des talus qui va intersecter l'autre. Comme ça, lorsque l'un des talus plongera sous l'autre, en fait, il s'arrêtera automatiquement lorsqu'il interceptera l'autre surface. Et ensuite, de toute façon, on fera une découpe de corridor. On viendra découper un des talus par l'autre, et comme ça, on n'aura pas d'overlap, de recouvrement entre les talus. Voilà, et on verra ça en détail lors du prochain webinaire. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ok, je vous remercie pour vos merci, mais donc je vous laisse saisir vos questions si vous en avez. Et sinon, avant que vous partiez, si je peux vous retenir encore 2 minutes, j'ai un petit questionnaire. Et d'ailleurs, vous vous rappelez le dernier webinaire, là, on avait fait un petit quiz. Et donc, c'est Monsieur Gilles Bertrand de Parsons qui a gagné. J'ai pas pris le temps encore je m'en excuse auprès de lui, il est présent là, je vous vois, de vous recontacter, mais je vais le faire là dans le courant de la semaine pour la session de support. Donc bravo à Gilles. Et je vous propose de participer au pôle de questions de cette session, si vous voulez gagner une session de support sur OpenRoads. Donc la traditionnelle question, et je vous rassure, les commerciaux ne mordent pas, hein. On les nourrit très bien, même en temps de confinement. Donc il n'y a aucun risque à contacter un représentant pour avoir une idée du prix de la location ou différentes façons d'avoir OpenRoads. Donc je vous laisse le temps de répondre à cette question. Alors ensuite, les questions concernant notre quiz de ce webinaire pour savoir qui aura la chance de gagner une session de support dédiée sur OpenRoads. Donc première question, est-ce conseillé de placer l'intersection dans le même modèle que les corridors raccordés?
Normalement, il y a un temps qui est limité à 30 secondes. Donc si vous cochez oui, c'est oui, et normalement, vous pouvez répondre non. Voilà, les 30 secondes sont écoulées. Il y a encore 3 fois 30 secondes. Quelles sont les méthodes pour calculer le profil en long d'une géométrie connectée à d'autres géométries? Donc là où les méthodes. Donc là, normalement, vous avez une fenêtre qui est apparue et vous pouvez cocher une ou plusieurs cases. Là, c'est questionnaire à choix multiples. Et effectivement, je vois vos réponses. Effectivement, pas possible de répondre non, mais je vois que dans l'immense majorité, vous aviez compris qu'il fallait répondre non. Donc là, il faudra qu'on mette un tic-tac comme dans le jeu de 1000 francs. Avant-dernière question. Conception du séparateur. Pourquoi faut-il supprimer la règle de projection du profil en long sur le terrain de l'intersection? C'est long, 30 secondes en fait, hein, quand on attend. Du coup, voilà, je pense que vous avez répondu. La dernière question, qu'est-ce que la récursivité? Parce qu'on utilise plein de mots savants. Voilà, donc on organisera avec Marion un tirage au sort, voilà, donc on organisera avec Marion un tirage au sort avec les bonnes réponses. Et on aura le plaisir de donner le nom du gagnant ou de la gagnante lors du prochain webinaire. Alors, parmi vos questions, donc, je lis la question pour tout le monde. Sébastien Larouge, est-ce que la valeur en élévation sera gérée automatiquement pour ne pas interférer avec l'écoulement d'un fossé, par exemple? Donc là, c'était concernant l'intersection des talus. Gérer automatiquement en disant que le découpage, ça sera un découpage, avec la méthode de découpage, ça sera un découpage en plan. Donc là, il n'y a pas de gestion automatique. Et si vous voulez gérer l'interaction d'un élément de talus par un autre, à ce moment-là, avant de faire la découpe, il faudra faire un contrôle de points pour contrôler que l'altimétrie du talus B sera bien compatible avec le fossé du talus A.
Donc c'est vrai que c'est un peu délicat, de répondre à ces questions un peu, enfin, où on aurait besoin de pouvoir dialoguer ensemble, avec, un outil qui ne permet pas de parler. Mais voilà, j'espère que cette réponse a été quand même assez claire, et on détaillera ces questions d'intersection de talus lors de la seconde session. Voilà, ben, il ne me reste plus encore une fois qu'à vous remercier et à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt, merci.